on va au lit pour dormir. Donc, on dit que le lit, c'est l'endroit, il doit être réservé au sommeil et aux activités sexuelles. Mais on fait rien d'autre au lit. Donc, on va au lit quand on a envie de dormir. Donc, on va au lit pour dormir et on quitte le lit quand on se réveille. Alors, dans les sociétés actuelles, et c'est aussi important pour le fonctionnement de notre horloge biologique, c'est plutôt l'heure des réveils qui marque le rythme. Donc, habituellement, on a une heure de réveil régulière, donc à nouveau imposée par le travail, la société, etc. Et l'idéal, c'est maintenir effectivement une heure de réveil régulière. Et après, on adapte l'heure de coucher par rapport à l'heure où on va se réveiller. Mais l'idéal, c'est que les temps qu'on passe au lit soient très, très proches du temps de sommeil. Pourquoi c'est important de se réveiller toujours à la même heure, si possible, parce que vous venez de le mentionner. Donc, il est très important de se réveiller toujours à la même heure parce que le sommeil est un rythme. Et plus vous entraînez ce rythme, plus ça sera facile d'avoir un sommeil régulier et donc récupérateur. J'aimerais vous parler de la dette de sommeil. Qu'est-ce que c'est que la dette de sommeil du point de vue médical? Quelles conséquences, médicalement parlant, ou sur notre espérance de vie, notre longévité, on pourrait avoir si on a une dette de sommeil? Et la troisième question de la question, est-ce que les grasses matinées qu'on aime tant vont nous sauver de cette dette de sommeil? Vont nous permettre de la racheter? Oui, c'est un petit peu ça. Effectivement, la dette de sommeil, c'est tout simplement que si on ne dort pas suffisamment, on va accumuler un besoin de sommeil. Donc, on parlait de ces mécanismes homéostatiques qui régulent le sommeil. Donc, plus on est réveillé, plus on accumule un besoin de sommeil. Et si on n'arrive pas à évacuer, à éliminer cette besoin de sommeil, on va accumuler cette besoin de sommeil. Donc, on l'accumule, on l'accumule, on l'accumule. Et dès qu'on a l'opportunité, on va dormir. Et donc, on va avoir un sommeil avec plus de sommeil profond et un sommeil plus long. Et c'est ça qui nous permet de récupérer cette dette de sommeil. Dans les sociétés actuelles, dans les sociétés en tout cas occidentales, on considère qu'on est tous un petit peu en manque de sommeil. On a tous une dette de sommeil alors qu'on calcule environ 24 heures de dette de sommeil. Et effectivement, c'est ce qui se passe quand on est en vacances. Quand on est en vacances, souvent on se laisse aller, on n'a pas de contraintes et on dort 2 heures de plus que d'habitude. Et on fait ça pendant 2 semaines. Et à la fin de 2 semaines, ouf, là on a récupéré la dette de sommeil. Là on se sent en pleine forme. Parce que justement, on a dormi plus de temps pour récupérer les besoins de sommeil qu'on avait accumulés. Est-ce que... Maintenant, oui, pardon. En fait, on parlait aussi des conséquences des dettes de sommeil. Donc, effectivement, l'idéal, c'est avoir un sommeil régulier avec une quantité de sommeil suffisante pour fonctionner bien. Si on a une dette de sommeil, on va devoir, entre guillemets, la payer. Donc, dès qu'on a l'occasion, on va dormir plus. Et une dette de sommeil sur les longs termes, ça a des conséquences pour notre organisme, au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau physique. Donc, ça peut avoir effectivement des conséquences, une privation chronique des sommeils avec une dette de sommeil qui se maintient sur les longs termes. On parlera des conséquences médicales éventuellement sur le manque de sommeil. Juste par rapport toujours à cette dette de sommeil, la sieste. Est-ce que la sieste pourrait nous sauver de la dette de sommeil? Est-ce que la sieste est médicalement bonne pour l'espérance de vie? Alors, moi, je suis espagnol, donc moi j'aime beaucoup la sieste. Et effectivement, la sieste, on le sait, hein, si on fait une petite sieste en début d'après-midi, donc c'est quelque chose qui nous permet de récupérer. Toutes les études démontrent qu'on est beaucoup plus performant l'après-midi après une sieste, que la productivité en entreprise augmente. Donc, effectivement, la sieste est très bénéfique, sauf pour les personnes qui ont des troubles du sommeil. Donc, les personnes insomniaques, hein, qui ont du mal à s'endormir, qui se réveillent pendant la nuit, là, on évite de faire les siestes parce que ce qu'on essaie, c'est de concentrer le maximum de sommeil la nuit. Et donc, on évite de dormir la sieste pour concentrer le sommeil la nuit. Mais effectivement, une sieste dans l'après-midi, ça permet de récupérer cette dette de sommeil et on est beaucoup mieux après une sieste. Est-ce que toutes les siestes sont égales? Il y a des gens qui font une sieste de 5 minutes. Il y a des gens qui vont faire une sieste d'une demi-heure ou d'une heure. Ouais. Quelles sont les conséquences sur la santé des siestes de durée différente? Est-ce qu'il y a une durée de sieste recommandée à ne pas faire moins que ou ne pas faire plus que?
Alors, il ne faut pas que la sieste soit trop longue, parce que déjà, si elle est trop longue, vous rentrez dans des stades de sommeil plus profonds, et donc se réveiller la sieste, c'est plus difficile. Donc, quand on se réveille, on est un petit peu dans les brouillards. Et surtout, si on dort trop la journée, on va avoir du mal à dormir la nuit. Donc, ça peut perturber le sommeil des nuits. Donc, idéalement, on dit entre 20 et 30 minutes, c'est déjà une bonne sieste. Alors, des siestes plus courtes sont déjà bénéfiques, mais parfois, c'est un petit peu difficile, voilà, dormir seulement 5-10 minutes. Donc, en général, une vingtaine de minutes, c'est bien, c'est pas trop long, mais c'est suffisant pour bien récupérer. Est-ce qu'il y a des changements dans le sommeil selon les périodes de vie? Par exemple, à partir du moment où on a 40 ans, est-ce que notre sommeil change, nos besoins de sommeil changent? Bien sûr, le sommeil, il évolue tout au long de notre vie, hein. On n'a pas les mêmes sommeils à la naissance, à l'adolescence, adulte, les personnes plus âgées. Donc, le sommeil, il change beaucoup tout au long de notre vie. Par exemple, à la naissance, on dort 16 heures sur 24 heures et on a ce qu'on appelle un sommeil polyphasique. Alors, les nouveau-nés dorment 2 heures, ils se réveillent 2 heures, ils dorment 2 heures, ils se réveillent 2 heures. Peu importe que ce soit les jours ou la nuit, son horloge biologique, il n'est pas encore sensible à l'environnement. Et donc, petit à petit, ça va changer. On va petit à petit concentrer le sommeil la nuit. Au début, on a encore besoin de la sieste. Donc, d'abord, on fait 2 siestes à la journée. Après, on fait seulement une sieste. Les besoins physiologiques de la sieste, on les perd aux alentours des 4-5 ans. Et après, effectivement, notre sommeil devient de plus en plus court. Les adolescents, ils sont un petit peu cette retard des phases, ils se couchent plus tard. Après, les choses se stabilisent. Voilà, jeune adulte, adulte. Donc, on a un sommeil qu'on dit monophasique. Donc, on dort la nuit, on est réveillé la journée et on dort voilà, idéalement entre 7 et 8 heures. Et après, avec l'âge, le sommeil devient plus fragile. Donc, le sommeil, c'est une fonction cérébrale, donc comme toutes les fonctions cérébrales, la mémoire, la motricité, ouais, voilà, elle vieillit aussi un petit peu. Donc, le sommeil est parfois un petit peu plus difficile à obtenir, il est plus fragmenté, on a moins de sommeil profond. Donc, effectivement, le sommeil change et notamment avec l'âge, il devient un petit peu plus fragile. Quand vous dites que le sommeil devient plus fragile avec l'âge, on parle de quel âge et quelles sont les conséquences de fragilisation du sommeil dont vous parlez? Donc ça, c'est fait de façon progressive, hein, effectivement. Donc, on voit que si on fait des enregistrements comme ça, sérieux, les sommeils vont changer, on va avoir moins de sommeil profond, plus de réveil. Après, à nouveau, le sommeil est très variable d'une personne à une autre. Donc, ça peut commencer plus tôt, ça peut commencer plus tard. Ça dépend beaucoup des habitudes de vie, des situations de stress, des conditions d'environnement. Mais physiologiquement, notre sommeil, effectivement, il devient plus sensible, avec moins de sommeil profond, avec plus des petits réveils pendant la nuit, avec l'âge. Et quand vous dites avec l'âge, c'est à partir de la qualité de sommeil se détériore, et à partir de quel âge? Si c'est le cas, à partir de quel âge ça se produit? Disons que finalement, le sommeil optimal, on l'a à l'étape prépubère. C'est là où on dort les mieux. On s'endort, vous avez probablement l'expérience, un enfant qui s'endort au salon, vous pouvez le déplacer, vous pouvez le mettre dans la chambre, il ne va pas se réveiller parce qu'il a un sommeil très profond, de très bonne qualité, il va être en pleine forme. Après, ça commence à devenir déjà un petit peu moins bien. Donc, les adolescents commencent à avoir cette petite retard des phases, la durée du sommeil commence déjà à diminuer. Donc, c'est quelque chose qui se fait de façon très, très, très progressive. J'aimerais qu'on parle de réveil nocturne. C'est le cas pour beaucoup parmi nous. Quelle est leur conséquence sur le sommeil et donc sur notre santé? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces réveils nocturnes? Est-ce qu'il y a une quantité qu'on peut tolérer ou qu'on ne doit pas tolérer? Quelle est l'incidence sur la santé, sur l'espérance de vie, sur le fonctionnement du corps? En fait, se réveiller pendant la nuit, c'est normal. Donc, finalement, on se réveille tous 20, 30 fois pendant la nuit. Ce qui n'est pas normal, ce n'est pas pouvoir se rendormir tout de suite après. Donc, on a beaucoup de réveils pendant la nuit qui nous permettent tout simplement, voilà, de changer de position, de vérifier que l'environnement est bien. Donc, tous ces réveils, la plupart d'entre eux sont tellement courts que le cerveau n'arrive pas à les enregistrer, donc on ne se rappelle pas le lendemain. Le problème, c'est que si on se réveille et on n'arrive pas à s'endormir, là, effectivement, c'est un problème parce que ça va couper notre sommeil et la
continuité du sommeil est très importante pour une bonne qualité du sommeil. Donc, c'est même plus important que la quantité. Parce que vous pouvez imaginer que vous dormez 10 heures, mais les voisins, ils font des travaux, ils vous réveillent toutes les demi-heures. Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes très fatigué. Et pourtant, vous avez dormi 10 heures. Donc, parfois, il vaut mieux dormir un petit peu moins, mais d'un sommeil continu, que vouloir dormir beaucoup si le sommeil est fragmenté. Donc, la continuité du sommeil est très importante, bien sûr. Est-ce qu'il y a des changements dans le sommeil des femmes autour de la ménopause? Et quelles conséquences la ménopause peut avoir sur la santé, enfin, le trouble de sommeil, s'il y en a autour de la ménopause, peut avoir sur la santé des femmes, et comment est-ce qu'elles peuvent compenser ces changements? Alors effectivement, au cours de la ménopause, il y a toute une série de changements, il y a toute une série de symptômes qui s'installent aussi. Et voilà, typiquement les bouffées de chaleur qui peuvent réveiller pendant la nuit. Le sommeil de nuit est souvent plus entrecoupé, donc on décrit dans la ménopause, au moment de la ménopause, plutôt un trouble de la continuité du sommeil avec plus de réveils nocturnes. Les problèmes, c'est que en fait, et ça c'est quelque chose qui est valable pour le sommeil en général, c'est qu'une fois qu'on dort mal, c'est une espèce de cercle vicieux. Donc peut-être au moment de la ménopause, à cause par exemple de bouffées de chaleur, on se réveille pendant la nuit et le cerveau enregistre cette information. Et même si les symptômes qui ont provoqué les troubles du sommeil, comme les bouffées de chaleur, disparaissent, on continue à mal dormir. C'est comme si le cerveau il gardait un petit peu la mémoire de ces mauvaises nuits. Et en fait, quand vous allez au lit, inconsciemment, évidemment, ça, on ne peut pas les contrôler, mais inconsciemment, le cerveau il dit ah, j'espère que je ne vais pas me réveiller à 2 heures. Et là, tac, à 2 heures, vous vous réveillez et vous vous dites ah, et voilà, c'est comme la nuit d'avant, c'est comme la nuit d'avant, c'est comme la nuit d'avant. En fait, on dit que l'insomnie ou les troubles du sommeil, c'est une maladie qui s'auto-entretient. Plus vous dormez mal, plus vous risquez de mal dormir. Et la ménopause est une période un petit peu critique pour rentrer dans ce cercle vicieux de l'insomnie. Quel conseil est-ce que vous donnez, quel conseil vous donnez aux femmes pour diminuer l'impact de ces bouffées de chaleur et donc de réveil nocturne pour qu'elles puissent garder la qualité de leur sommeil et donc leur santé au final et leur qualité de vieillissement même? Bien sûr. Bon, d'une part, s'attaquer au problème lui-même, si jamais il faut un traitement hormonal substitutif, donc ça peut améliorer beaucoup des symptômes, y compris la qualité du sommeil. Et après, ce qu'il faut surtout, c'est essayer de garder des rythmes le plus réguliers possible, d'avoir une bonne hygiène du sommeil, une bonne hygiène de vie. Donc, on disait, le sommeil, c'est un rythme. Donc, même si vous dormez mal, vous vous levez toujours à la même heure à peu près, vous vous décalez pas trop pour garder un rythme et vous évitez les siestes malheureusement, enfin pour justement concentrer le sommeil la nuit. Vous avez une bonne exposition à la lumière les matins, une activité physique régulière, vous évitez les écrans, l'exposition à la lumière tard les soirs, vous évitez les excitants. Donc c'est vraiment ce qu'il faut, c'est renforcer, faire encore plus attention à l'hygiène du sommeil, à l'hygiène de vie dans ces moments qui sont un petit peu difficiles. Est-ce que pour les femmes ménopausées, il y a des interventions non médicamenteuses ou médicamenteuses qui peuvent leur aider à atténuer l'impact des bouffées de chaleur la nuit, donc de la détérioration de leur sommeil, ou c'est juste comme ça et il faut passer cette période? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui leur permet d'atténuer cet impact? Donc, à nouveau, les traitements hormonaux substitutifs, ça permet beaucoup de fois de diminuer ces symptômes. Après, nous, d'un point de vue strictement sommeil, ce qu'on essaye, c'est d'éviter de rentrer dans les cercles vicieux de l'insomnie. Donc, voilà, traiter les symptômes, bien sûr, mais éviter de prendre des mauvaises habitudes, d'éviter de rentrer un petit peu dans tous ces mécanismes qui ne font qu'auto-entretenir l'insomnie avec des mesures comportementales, donc la bonne hygiène de vie, la bonne hygiène du sommeil. Après, dans certains cas, il y a des interventions pharmacologiques, mais c'est sûr qu'on évite les somnifères, ça c'est sûr. Donc, on n'aime pas trop les somnifères, surtout parce qu'il y a un risque d'habituation, d'accoutumance, et donc même s'il marche bien sur les courts termes, ça pose beaucoup de problèmes sur les longs termes. Donc, on utilise d'autres substances, donc on parlera peut-être de la mélatonine, donc des choses qui sont plus naturelles, si on veut, pour améliorer les sommeils. Donc, si je comprends bien, pour une femme autour de la ménopause, il est important, juste pour qu'on puisse résumer un tout petit peu cette partie-là, est-ce que vous pourriez
donner juste quelques conseils comme ça bien précis, notamment sur le danger. Vous alertez, hein, si je comprends bien, danger de prendre de somnifères. Est-ce que vous pourriez juste résumer pour le coup cette partie-là sur le sommeil autour de la ménopause? Donc, pendant la ménopause, qui est effectivement une période un petit peu difficile par rapport au sommeil, c'est qu'il faut en plus des traitements spécifiques, hein, donc des traitements hormonaux substitutifs ou des traitements symptomatiques, il faut renforcer un petit peu les règles d'hygiène du sommeil. Donc, par exemple, avoir une heure de réveil régulière, toujours la même pendant les week-ends, même pendant les vacances, ne pas trop se décaler pour que le cerveau s'habitue vraiment à avoir ce rythme. Éviter d'aller au lit si on n'est pas somnolent, parce que si on n'a pas envie de dormir et on reste au lit, ça commence à travailler et on n'arrive pas à rentrer dans le sommeil. Et essayer d'avoir une activité physique régulière les matins, une bonne exposition à la lumière, éviter les excitants, les écrans les soirs. Donc, toutes ces techniques, toutes ces mesures comportementales qui aident à renforcer le sommeil. Est-ce que vous conseillez les somnifères en fin autour de la ménopause pour bien dormir? Alors, on essaye d'éviter les somnifères. Donc, en tout cas, pour traiter les troubles du sommeil chroniques, on évite les somnifères. Ça peut être bien comme traitement d'appoint dans des situations de crise, dans des situations bien particulières. Mais on sait que les somnifères comportent un risque d'habituation, accoutumance, qui est très important. Ils peuvent avoir des effets secondaires hein, sur la mémoire, sur d'autres maladies. Et donc, ce qu'on essaye, c'est d'éviter la prise des somnifères, en tout cas la prise des somnifères de façon chronique.